Tout de suite, retrouvez Transmanche, l'émission consacrée au projet Pegasus. C'est maintenant et c'est sur Radio U 101.1 FM. Communiquer, communiquer et encore communiquer. Voilà qui est essentiel, que dis-je fondamental, dans des projets comme ceux qui visent, comme le projet Pegasus, à améliorer la gestion de l'espace Manche. Ces projets n'auraient aucun sens si chacun des protagonistes restait dans son coin à gribouiller sa petite idée, son petit conseil ou sa grande avancée sans communiquer à qui que ce soit. Et la communication se doit être tout autant précise que globale, à l'échelle locale comme à l'échelle nationale, auprès des acteurs de la Manche, des partenaires ou bien auprès du grand public, petits et grands. Vous l'aurez compris, communiquer est la clé de voûte de tous ces projets européens. Et à l'heure actuelle, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, il existe toute une panoplie d'outils. Que l'on parle de médiation auprès du grand public ou bien de dialogue entre différents acteurs de la Manche, il y a une forte volonté pédagogique afin d'éclairer, d'expliquer, d'éveiller les consciences, de se concerter et d'agir pour une gestion durable de l'espace Manche. La communication au cœur du projet européen Pegasus, c'est tout de suite dans Transmanche. Oh, Radio U s'écoute aussi la nuit tout nu. Bonjour à tous, vous écoutez Radio U 101.1 FM à Brest et c'est une très très bonne idée. Bienvenue dans l'avant-dernière émission Transmanche, l'émission numéro 9, consacrée à Pegasus, regroupement de projets franco-anglais dont les équipes unissent leurs efforts et leurs connaissances pour une meilleure gestion de l'espace Manche. Je suis toujours accompagné de la délicieuse Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer l'aspect communication de tous ces projets de Pegasus. D'ailleurs, le simple fait d'avoir créé ce regroupement Pegasus montre qu'il y a un besoin d'échanger et de communiquer entre les différents projets. Cela permet bien sûr d'être au courant de ce qui se fait ailleurs, mais sur une problématique commune, ici la gestion de l'espace Manche, mais surtout cela permet de mettre en commun des connaissances et des méthodes et de créer une certaine émulation pour appliquer des idées ou des outils et des méthodes efficaces, des actions collectives ou bien les valoriser dans de nouveaux projets. Cela fait partie d'un premier volet de la communication, communiquer entre coordinateurs et partenaires de projet, pour toujours rester informé, identifier ce qui marche bien et moins bien, et donc de s'améliorer. Un autre volet de la communication, en revanche, s'appuie sur une volonté de communiquer avec les décideurs politiques pour qu'ils puissent céder des outils et résultats obtenus pour prendre les meilleures décisions possibles en ce qui concerne la gouvernance de la Manche. Alors je crois, Charlotte, que tu vas commencer par nous parler de ce type de communication. Tout à fait, et nous allons illustrer ce type de communication par un exemple concret. Alors, dans une de nos précédentes émissions, qui était consacrée au port, nous avions vu que ces échanges permettaient de faire ressortir des moyens de gestion adaptés et concertés pour les ports, justement. Mais comment ces informations remontent-elles jusqu'aux instances de décision des États, puisque finalement, ce sont elles qui réglementent la gestion des ports? Eh bien, Alain, c'est au cours d'une table ronde, lors d'une 3e forum de Pegasus, que Nathalie Dumay, de l'APLM, l'Association des ports locaux de la Manche, a expliqué comment leurs préconisations étaient transmises aux décideurs politiques. On écoute. Elle se fait à 3 niveaux. Donc, le niveau de la convention OSPAR, la convention de mer régionale OSPAR, qui permet donc, à tous les scientifiques britanniques et français de se réunir, de proposer donc, un certain nombre des travaux qui sont ensuite retraités par la Commission et qui donnent lieu ensuite à des préconisations qui sont faites aux États membres et qui sont ensuite donc, traitées par chaque État membre et intégrées dans la stratégie. Et en plus donc, de ces deux niveaux, donc, convention de mer régionale et puis travaux au sein de la Commission, il y a également un 3e niveau de coordination qui est celui des relations bilatérales qui existent directement avec des réunions même trilatérales organisées entre la France, le Royaume-Uni et l'Irlande chaque année pour traiter des questions qui sont vraiment spécifiques donc, à ces 3 États et qui rassemblent donc, effectivement des représentants de l'administration de ces 3 États, sachant qu'en France, on élabore les éléments, comme je disais, au niveau de la sous-région marine, mais on garde évidemment un lien très fort avec notre administration centrale qui assure évidemment le lien avec les autorités britanniques. Mais si je me souviens bien, la PLM a piloté un projet européen consacré à la question du dragage des ports, sujet qu'on a en fait développé dans l'émission 7. C'est un sujet qui me paraît plutôt complexe. Il y a peut-être des outils qui ont été créés afin de mieux communiquer ces aspects très techniques, notamment auprès du grand public. Oui, en effet, dans le cadre du projet Pegasus et de CETARMS, l'APLM a travaillé sur cet aspect-là. C'est ce qu'a présenté Yannick Salin lors de son intervention au 2e forum Pegasus. Écoutons-le.
Une des études qui a été souhaitée dans le cadre de ce projet CETARMS, donc c'était une étude sociologique pour essayer de comprendre quelle pouvait être aujourd'hui la perception du grand public et des acteurs portuaires sur le dragage et quels pouvaient être les manques ou en tout cas les interrogations qu'ils pouvaient se poser sur ces opérations. Donc c'est dans le cadre de cette étude sociologique, on a réalisé donc plus d'une centaine d'enquêtes auprès d'usagers des ports, auprès de populations locales, donc dans les ports français et anglais. Suite à ces analyses, donc à cette étude sociologique et puis aux travaux qui ont été menés avec une agence de communication spécialisée, on a pu dégager des pistes de travail pour développer un outil de communication de référence qui s'adresserait au grand public, mais également aux acteurs un peu plus spécialisés, les associations environnementales, les associations de pêcheurs, donc qui constituera en fait un fonds documentaire pédagogique qui pour l'instant n'existait pas, puisque la plupart des informations étaient vraiment très techniques et restaient utilisées essentiellement en interne par les autorités portuaires, également par les bureaux d'études spécialisés, donc disposer d'un fonds de photos, de films, de textes vulgarisés pour pouvoir communiquer plus facilement auprès du grand public ou dans le cadre d'enquêtes publiques, de réunions publiques. Voilà. Donc différents supports techniques ont été identifiés, Internet bien sûr pour une diffusion plus large de l'information, la borne multimédia pour donner information en temps réel des opérations sur les ports, et enfin l'exposition, donc c'est le choix qui a été retenu dans le cadre de Pegasus, donc une exposition grand public qui doit être amenée à circuler sur les différents ports de la façade Manche pour pouvoir, en fonction des besoins des autorités portuaires, présenter ce qu'est le dragage et les différentes thématiques annexes. Donc effectivement, accompagner la gouvernance locale pour les autorités portuaires, nourrir les réunions publiques d'information, c'est ce que je disais, et donner aussi une source d'information factuelle à la presse. Grâce à son témoignage, cela nous amène donc à un autre aspect de la communication, la médiation. Qu'est-ce que la médiation ? Eh bien, il s'agit d'aller au-delà de la simple transmission d'informations. Il s'agit de jouer un rôle d'interface entre différentes structures, d'animer un échange d'informations bilatéral et de faciliter le dialogue et le partage de connaissances entre plusieurs publics ou plusieurs structures. De plus en plus, les projets européens développent des actions de médiation auprès du grand public, et parfois aussi des gestionnaires et des décideurs politiques. C'est souvent le cas des projets scientifiques qui affichent aujourd'hui de plus en plus cette volonté d'impliquer différents publics, et notamment le grand public, de lui faire partager les connaissances et les enjeux scientifiques. L'objectif de la médiation scientifique est de transmettre à ces différents publics des clés de compréhension et de dialogue pour favoriser une plus grande implication de ces publics dans les sciences, dans le débat scientifique et dans les décisions politiques, par exemple en matière de gestion de l'environnement. Dans les projets européens qui visent à faire évoluer les connaissances scientifiques ou les politiques publiques, la médiation est primordiale pour que les actions entreprises soient bien comprises, qu'elles aient du sens et qu'elles impliquent les citoyens. Il y a pour cela de plus en plus de moyens mis à disposition et plusieurs formes de médiation. Celle à laquelle on pense le plus souvent, ce sont les sciences participatives, bien qu'elles soient loin d'être la seule forme de médiation. Oui, et c'est ce que la MBA, la Marine Biological Association de Plymouth, a réalisé durant le projet Marinexus. C'est un projet qui fait partie du cluster Pegasus. Et nous avons interviewé Jack Sewell qui nous présente leurs actions. Je m'appelle Jack Sewell, je fais partie de la Marine Biological Association et je travaille sur la communication et l'éducation, mais je suis avant tout un biologiste marin. Dans le projet Marinexus, nous avons conduit plusieurs types d'événements et d'activités. Nous avons réalisé des projets de sciences participatives, comme des sorties sur l'estran avec des groupes scolaires et du grand public, et avec des étudiants, pour récolter des données sur les espèces non indigènes. Nous avons animé de grands événements, comme les BioBlitz, et produit des ressources que les écoles peuvent utiliser, et le grand public également, pour en apprendre plus sur la mer et sur les sciences marines. Nous avons aussi travaillé avec des étudiants de l'université, et là encore du grand public aussi. Nous les avons formés à l'identification de certaines espèces, et nous avons organisé des études pour qu'ils puissent s'informer sur différents problèmes comme celui des espèces non indigènes, les changements des espèces suite au changement climatique, et qu'ils nous aident à recueillir des données, et cela a permis d'alimenter les connaissances scientifiques sur ces sujets également.
Le témoignage de Jack Sewell nous permet de mettre en avant ce que les sciences participatives peuvent apporter à la recherche scientifique et au grand public. On sent bien un réel échange entre étudiants et chercheurs. Alors, dans la suite de son témoignage, Jack Sewell nous explique quel est le rôle de la MBA dans le projet Pegasus et quelles conclusions il en retire. Écoutons-le. Our role in the Pegasus project has been to organize outreach and Notre rôle dans Pegasus était d'organiser des ateliers de communication et de médiation qui comprenaient un travail sur les espèces non indigènes, des forums de discussion et des rencontres sur les sciences citoyennes et la communication également. Les ateliers que nous avons organisés ont vraiment été une réussite, je pense. Ils ont permis de construire des idées qui seront, je l'espère, utiles pour de futurs projets. Et je dirais que nous avons pu partager le travail qui a été fait sur Marinexus en parallèle avec le travail réalisé dans d'autres projets financés par Interreg. Et j'espère que cela a été utile de partager ces informations avec des gens qui vont pouvoir les utiliser dans le futur. Jack Sewell nous dit que la MBA a travaillé avec d'autres personnes. Est-ce que ce serait pas les petits débrouillards ? Oui, en partie, puisque les petits débrouillards étaient en fait prestataires pour la station biologique de Roscoff, pour laquelle ils ont réalisé un grand nombre d'actions de médiation scientifique. Alors justement, est-ce qu'on peut parler un peu des petits débrouillards ? Parce que cette association illustre la diversité que peut prendre la médiation scientifique. Oui, et pour nous présenter cette association, nous avons interrogé Hélène Bréard, qui est référente de l'antenne brestoise des petits débrouillards. Alors les petits débrouillards, c'est un réseau d'associations. Donc moi je travaille pour l'association Grand Ouest, qui du coup est à cheval sur la Bretagne, les Pays de Loire et la Normandie. Alors qu'est-ce que les petits débrouillards ? C'est une association de culture scientifique et technique qui travaille à permettre l'appropriation par le plus grand nombre des sciences et des techniques. Voilà. Alors pour mettre en œuvre son objet social, l'association fait de l'animation, de la formation, des cafés des sciences et met en place toute une série de dispositifs qui va permettre justement au grand public de mieux comprendre les sciences et les techniques, de s'approprier les différentes thématiques, d'avoir des clés de lecture qui ensuite lui permettra de pouvoir agir en connaissance de cause s'il le souhaite. Les petits débrouillards qu'on connaît bien, Charlotte, parce qu'on en fait partie. Et oui, c'est avec eux que nous réalisons ces émissions sur Pegasus. Mais alors, quel rapport entre les petits débrouillards et Pegasus ? Nous avons posé la question à Maude Millet, qui est référente de l'antenne de Roscoff, qui a coordonné les actions des petits débrouillards dans le projet Marinexus, puis dans Pegasus. Elle nous explique l'implication de l'association dans ces projets. Les petits débrouillards, en fait, ils ont commencé à collaborer à ces projets transmanche en début d'année 2010, à l'occasion du projet Marinexus, puisque la station biologique de Roscoff, qui était le pilote du projet à travers sa tutelle, le CNRS, a choisi notre association pour développer un certain nombre d'actions de médiation scientifique basées sur les thématiques de recherche du projet. Et donc ce sont des actions qu'on a menées de 2010 à fin 2013 et qui ont touché environ 12 000 personnes. D'accord, mais concrètement, quelles étaient les actions menées par les petits débrouillards ? Eh bien, Maude Millet nous a présenté différents types d'actions menées par l'association. Pendant les 4 années du projet Marinexus, nous avons développé un certain nombre d'outils pédagogiques et un certain nombre d'actions d'animation scientifique et technique pour permettre de faire découvrir les grands thèmes de recherche de Marinexus, qui étaient par exemple les espèces introduites ou encore l'acidification des océans. On a aussi développé des actions sur le thème de l'importance écologique des algues, qui était un modèle biologique très étudié dans le projet Marinexus. Alors, chers auditeurs, vous avez peut-être eu l'occasion de croiser le bus Marinexus lors de la fête de la science ou sur la voie publique lors d'un événement. Le bus Marinexus est un camion qui a été aménagé pour l'occasion, avec un laboratoire intégré et notamment équipé de microscopes. C'est génial. Et c'est pas tout. En plus de s'adresser au grand public, le bus Marinexus s'est également déplacé auprès des élèves des écoles primaires. Plus de 800 élèves ont participé à un atelier dans leur école avec le bus. Une autre action a également été mise en place auprès des collégiens et des lycéens, ce sont les clubs sciences. Je vous propose d'écouter le témoignage de Maude Millet. Donc, au niveau du public scolaire, il y a eu également des clubs sciences qui s'adressaient cette fois aux lycéens et aux collégiens. Et donc il s'agissait pour nous d'aller dans les classes 1 heure par semaine ou 1 heure et demie par semaine pendant un trimestre pour explorer avec les élèves une des thématiques de Marinexus et aller rencontrer des scientifiques, aller faire des travaux de terrain avec eux et aller visiter des laboratoires
pour mieux comprendre comment se menaient les recherches du projet. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des actions qui ont mis plus particulièrement en avant la coopération entre Angleterre et France? Oui, tout à fait. Alors vous allez entendre ça dans la suite du témoignage. Il y a eu également des animations assez originales puisqu'elles ont été proposées sur le ferry qui relie en fait Roscoff à Plymouth. Donc des animations qui étaient proposées de façon bilingue, en français et en anglais, auprès des passagers du ferry Armorique. Ça, c'était grâce à un partenariat avec la compagnie Brittany Ferries, qui était partenaire du projet. Et on a également pu mettre en place des animations communes, et notamment un séjour jumelé de collégiens français et anglais, qui se sont retrouvés à Plymouth et qui ont pu découvrir sur place les travaux qui étaient menés par les scientifiques britanniques de l'équipe Marinexus. Alors je voudrais quand même préciser à nos auditeurs que les petits débrouillards ont également développé des cafés des sciences pour permettre à des chercheurs et au grand public de discuter de certains thèmes qui sont notamment étudiés dans Marinexus, et un séminaire d'exploration de controverses réunissant des associations environnementales et des acteurs de politique locale en lien avec l'environnement marin. D'accord, si j'ai bien compris, toutes ces actions étaient réalisées dans le cadre du projet Marinexus. Et alors, qu'en est-il du projet Pegasus ? Le projet Pegasus a permis entre autres la création de cette émission radio. Maude Millet nous a décrit les actions mises en place par les petits débrouillards pour Pegasus. Les deux grandes actions qui sont menées par les petits débrouillards dans Pegasus, c'est la création d'émissions de radio qui sont diffusées sur la radio universitaire de Brest, Radio U, et qui s'adressent donc en premier lieu à un public étudiant. Et pour cela, on a constitué une équipe de bénévoles parmi des étudiants et des jeunes diplômés. Ce sont eux qui réalisent ces émissions de radio, qui sont coordonnées par l'association. Et la deuxième grande action, ce sont des ateliers de capitalisation qui mettent en valeur les résultats des projets qui composent Pegasus. On a choisi par exemple de travailler à nouveau sur la thématique des espèces non indigènes, mais cette fois d'agir auprès de publics plus aptes à mettre en œuvre de la prévention vis-à-vis de ce problème. Et donc ces ateliers sont menés auprès de gestionnaires de ports et d'associations de plaisanciers. Et enfin, il y a un dernier atelier que nous allons organiser prochainement pour explorer les différentes pistes permettant de mieux impliquer les différents publics, et notamment les élus et les décideurs politiques, dans les projets scientifiques entre autres, et permettre de s'interroger sur la façon de faciliter le dialogue et l'interaction entre ces acteurs. Le travail entre la MBA, la station biologique de Roscoff, et les petits débrouillards illustre bien comment on peut travailler l'appropriation des questions scientifiques. Mais je suppose qu'il y a d'autres outils. Je pense notamment aux enquêtes où on questionne directement les usagers de la mer. Est-ce qu'il y en a eu dans le cadre de Pegasus ? Oui, il y en a eu, et c'est ce que dévoile le rapport réalisé par l'équipe d'Angela Carpenter. Alors, si vous vous souvenez bien, on lui avait consacré un portrait dans l'émission précédente. Aujourd'hui, on se concentre sur le travail qu'elle a réalisé au sein du projet Pegasus. Alors, pour mieux comprendre les objectifs de cette enquête, je vous propose d'écouter tout de suite sa présentation lors du dernier forum qui rassemblait les acteurs du projet. Alors, précisons aussi que la traduction a été réalisée en direct durant ce forum par la société Tradéthique qui nous a permis d'utiliser ces extraits, donc on les en remercie. Nous avons essayé de voir quelles étaient les perceptions du public concernant la zone France-Manche-Angleterre, concernant la future gouvernance de cette zone, quelles étaient les priorités d'investissement pour le public. Parce que les points de vue du grand public, évidemment, sont importants. Si le public ne soutient pas les actions que nous mettons en œuvre en tant que chercheurs, en tant qu'ONG, en tant qu'entreprise, eh bien, nous ne pouvons pas faire grand-chose probablement. Il faut comprendre comment le public s'implique dans l'environnement maritime en particulier. Parce que si on ne sait pas comment ils utilisent l'environnement maritime, eh bien on ne va pas pouvoir investir ni communiquer correctement. Il faut aussi obtenir le soutien du public, parce qu'évidemment c'est le public qui va élire les représentations et les élus, justement. Si les élus s'engagent dans des programmes qui ne sont pas soutenus par le public ne va pas voter pour eux de nouveau. Et puis, la dernière idée, c'est soutenir aussi, bien entendu, les décideurs, les personnes qui vont décider où ira cet argent, ce financement des programmes Interreg. Parce que si on a des financements, des ressources et de bons projets, eh bien, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ces projets et les faire arriver jusqu'au public ?
Effectivement, on comprend mieux toute l'importance et tout le poids qu'a une enquête lorsqu'on entend la présentation d'Angela Carpenter. Oui Alain, mais laissons-la nous présenter plus en détail la méthode qui a été employée pour consulter le public et les principaux résultats de cette enquête. L'idée, c'était d'effectuer une enquête publique sur 2000 personnes, 1000 de chaque côté de la Manche, pour mieux comprendre ce que ces personnes pensaient de la Manche, de pourquoi, comment elles l'utilisent véritablement et quels sont, selon elles, les problèmes ou les priorités dans cette zone. Nous avons essayé de voir quels étaient les projets, les idées que nous pouvions intégrer dans notre enquête. Par exemple, nous avons fait une enquête sur 45 000 personnes tous les ans pendant 5 ans, donc ça a été inclus aussi dans l'étude. Et puis nous avons décidé ensuite que la façon la plus efficace et la plus rapide de questionner toutes ces personnes était de faire un questionnaire sur Internet. Alors parfois les gens disent bon, les enquêtes sur Internet c'est pas terrible, mais en fait il y a aussi des résultats très positifs qui peuvent avoir véritablement un sens si les enquêtes sont bien faites, et c'est tout aussi fiable que d'interviewer des gens dans la rue ou de faire des enquêtes par téléphone. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Eh bien parce qu'il fallait mieux comprendre la façon dont le public interagit avec la Manche, ce que les gens y font, pourquoi ils y viennent, quels sont leurs points de vue sur la gouvernance, parce que ça fait partie des priorités de l'Interreg 5, mais il y a d'autres priorités aussi. Comment est-ce qu'on peut persuader le public de changer et éventuellement de modifier ses comportements pour minimiser son impact sur l'environnement? Ça c'est un aspect très important aussi. Angela Carpenter nous a aussi livré lors de sa présentation les résultats de cette enquête sous la forme de 5 axes de travail jugés prioritaires par les habitants des côtes anglaises et françaises de la Manche. Écoutez. Alors finalement, on leur a donné 17 choix dans les priorités, comme par exemple la protection des plantes et des animaux marins, et puis sur les côtes également, le soutien à la pêche, au secteur de pêche, et l'amélioration de la protection des côtes contre les inondations, et puis promotion de la recherche en vue de favoriser une meilleure gestion de la Manche, également les transports, et donc il y avait vraiment 17 priorités. Ils ont choisi leurs 5 premières et leurs 5 moins intéressantes, on va dire. Et voici en fait la répartition des préférés en matière de priorité. Vous voyez, nettoyage des plages, les plantes, les animaux, les défenses contre inondation, la prévention de la pollution marine. Donc s'il y avait eu en fait un porte-monnaie public à dépenser, ils auraient dépensé donc ce porte-monnaie là-dessus, sur ces 5 idées. Espérons qu'il y aura un financement public à consacrer à ces sujets. Oui, et c'est tout l'intérêt de cette enquête, connaître au mieux la demande pour mettre en place des actions qui répondront aux besoins et seront au mieux acceptées par les usagers de la Manche. Très bien. Alors au début de l'émission, on a évoqué le fait qu'à l'heure des réseaux sociaux, nous avions beaucoup de moyens de communication mis à notre disposition. As-tu aussi des exemples concrets de l'utilisation de ces nouvelles technologies ? Oui, il est vrai que Facebook, par exemple, est un outil extraordinaire de communication et permet de toucher un plus grand nombre de personnes. Lors du 2e forum de Pegasis à Caen, nous avions rencontré Denis Bailly, qui est chercheur en économie à l'Université de Brest, et il y avait animé un atelier sur le thème de la communication et nous l'avions interviewé à cette occasion. Il nous a confié un bel exemple de communication avec l'utilisation de Facebook. Un projet européen qui s'est appelé Spicosa, qui travaillait sur la gestion intégrée des zones côtières. On avait 18 sites ateliers dans toute l'Europe et les collègues portugais et les collègues du sud de l'Italie, pour engager les acteurs dans leur travail d'analyse et d'évaluation des problématiques environnementales, ont tout simplement ouvert un Facebook, le Facebook des amis de la Mare Piccolo à Tarente, qui a connu un très très grand succès. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait de la part des citoyens une très très grande attente d'information, et que les citoyens finalement ne faisaient pas confiance aux médias ordinaires pour les informer sérieusement sur les enjeux, les problématiques environnementales, mais que lorsque les scientifiques se mettent à leur disposition, alors là, il y a beaucoup plus de crédibilité. Et résultat, c'est que les collègues ont été submergés par le succès de ce Facebook des amis de la Mare Piccolo de Tarente, mais au travers de différents projets, ils continuent à animer cette communication. Et c'est une communication qui est essentielle, parce qu'on est sur un site qui est extrêmement en difficulté, extrêmement pollué dans une zone urbaine, où il y a traditionnellement
il y avait la production des moules les plus célèbres d'Italie, la moule de Tarente, une industrie qui s'est totalement effondrée et une industrie qui fait vivre ou faisait vivre la partie la plus pauvre de la population de Tarente. Donc il y a un enjeu social majeur que la récupération de la qualité de l'eau et une partie de la société qui en dépend, qui était totalement coupée de l'information, coupée de la connaissance et qui a retrouvé avec ces nouveaux supports, ces nouveaux médias, les réseaux sociaux comme on dit, une manière de se réapproprier les enjeux, de se réapproprier la connaissance. Effectivement, c'est un bel exemple. Mais puisque Denis Bailly a animé un atelier sur le thème de la communication à Caen, il y a sûrement d'autres choses qu'il peut nous apprendre. Eh bien, il nous a parlé d'une des grandes difficultés de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de gestion de l'environnement, qui est la visibilité dans le temps. En fait, on n'a pas toujours les données scientifiques tout de suite, mais on sait qu'il y a par contre des habitats ou des espèces à protéger tout de suite. Donc cela est difficile à mettre en œuvre car les gestionnaires peuvent difficilement appliquer des restrictions si elles ne sont pas parfaitement justifiées et compréhensibles. Dans ce cas, il est souvent proposé d'engager les scientifiques, les citoyens et les professions impliquées sur une année ou plus pour partager les connaissances et faire le point sur la situation. Donc le processus est un peu long, mais cela permet de faire de la co-expertise impliquée afin d'engager tous ceux qui peuvent témoigner par exemple de la détérioration d'un habitat. Les citoyens et les professionnels de la mer peuvent témoigner de ce qu'ils voient et les scientifiques de ce qu'ils ont pu mesurer ou analyser. Cela permet ensuite de contribuer à l'élaboration des politiques. Denis Bailly nous explique ce que l'on peut retirer de ce type de démarche qui permet la co-construction de connaissances ou de co-construction de plans de gestion à plusieurs partenaires et comment faire pour que ça marche. On les a réunis les uns après les autres et on fait monter ce processus d'échange de communication qui va nous amener au travers d'un an et demi d'engagement à partager un très très haut niveau de connaissances et de mobilisation d'expertise des scientifiques et des citoyens pour contribuer à l'élaboration des politiques. Le but premier, c'est que les gens qui rentrent dans la salle sachent qu'ils sont là pour apporter leurs connaissances et leurs questions et que quand ils sortiront de la salle, ils sauront plus de choses et éventuellement ils auront changé d'avis, c'est-à-dire qu'ils auront appris quelque chose. Ça, c'est pour la réunion. Pour que la réunion fonctionne, il faut qu'il y ait ça. Pour que ça dure dans le temps, ce processus-là, il faut que ce processus soit vraiment validé, approprié ou reconnu par les gestionnaires ou les gens qui vont prendre des décisions. C'est-à-dire que ce processus-là ne doit pas être... Ce n'est pas juste de l'échange ou de la communication entre la science et les citoyens. C'est vraiment ensemble, co-expertise, au service de l'élaboration des politiques publiques. C'est-à-dire qu'au final, il faut que ce processus, on puisse dire, ça nous a permis de prendre telle décision. On a choisi de durcir telle règle parce que on a constaté à l'issue du processus qu'il y avait un problème qu'on n'avait pas vu. Au contraire, on a décidé de laisser faire plus de choses dans tel domaine parce que les règles étaient inutilement dures. Il y a une sorte de consensus dans une connaissance imparfaite, une sorte de consensus sur la manière dont il faut agir à partir de maintenant. Très bien. Est-ce que tu as d'autres exemples de projets qui illustrent l'intérêt de la communication et du dialogue entre plusieurs partenaires ? Alors oui, nous avons un autre exemple et nous avons rencontré Gaëlle Amis de l'Agence des aires marines protégées qui est coordinatrice du projet LIFE Pêche à pied de loisirs. Alors l'objectif principal de ce projet est d'expérimenter une meilleure gestion de l'activité de la pêche à pied basée sur une gouvernance locale et nationale. Alors en fait, dans ce projet, plus de 10 partenaires et bénéficiaires locaux tentent de trouver des solutions pour améliorer la pêche à pied et rendre cette activité durable. Ce projet ne fait pas partie du regroupement Pegasyz, mais il illustre bien la nécessité d'une bonne communication entre les partenaires pour faire avancer un projet. En fait, c'est au-delà de la communication, c'est aussi de la gestion intégrée. Gaëlle Amis a d'ailleurs assisté au dernier forum de Pegasyz afin de pouvoir en tirer des enseignements applicables au projet LIFE. On imagine que cela peut permettre une certaine émulation qui est propice à l'avancée du projet. Nous l'avons interrogée à cette occasion et elle nous explique son rôle et celui de l'Agence des aires marines protégées sur le projet LIFE Pêche à pied. Au siège de l'Agence des aires marines protégées, il y a une équipe de plusieurs personnes, dont moi, qui m'occupe donc de la coordination nationale en règle générale, et je suis assistée par quelqu'un qui s'occupe plus des aspects administratifs et financiers. Et donc moi j'ai pour mission de coordonner les aspects techniques, c'est-à-dire d'organiser tous les suivis, les études, la sensibilisation, toute la partie en lien avec les différents acteurs et la gouvernance du projet. Sur le thème de la pêche à pied, donc, comment on peut réunir les différents partenaires et les faire dialoguer de manière efficace afin de faire avancer le projet ? Eh bien, Gaëlle Amis nous a expliqué que la confiance était primordiale pour une communication efficace. Elle a d'ailleurs eu une idée intéressante pour mettre les différents partenaires en confiance et construire une relation durable. On l'écoute.
Je pense qu'il est très important d'ouvrir des espaces de dialogue informels. Là, on ne l'a pas trop dit, j'ai l'impression, j'ai peut-être pas écouté, mais en tout cas, je pense que c'est capital d'ouvrir des espaces de dialogue informels qui ne soient pas liés finalement aux problèmes réglementaires ou concrets, mais de créer du lien entre les partenaires, qui se fassent confiance et ensuite qui puissent discuter sur des sujets communs. Il faut toujours trouver le dénominateur commun entre les différentes personnes impliquées. Il y a toujours des terrains d'entente et on peut partir de ces terrains d'entente avant de parler des choses qui ne fonctionneraient pas. Et voilà, on est en général tous d'accord sur l'objectif qui est par exemple, pour ce qui nous concerne, la durabilité de l'activité de pêche. Donc que les gens puissent continuer à pêcher, qu'ils puissent continuer à pêcher, il faut que l'environnement soit en bon état. Donc la durabilité de l'activité de pêche, finalement, est en gros la pierre angulaire de toute la protection de l'environnement qui va être autour. Donc on part de cette durabilité de l'activité de pêche sur laquelle tout le monde est d'accord, que ce soit les pêcheurs et les services de l'État ou les associations de protection de la nature, et ensuite on travaille à partir de là pour les faire travailler ensemble et puis faire évoluer après les choses sur lesquelles il pourrait y avoir des conflits. Il est important aussi de savoir si la sensibilisation du grand public et des partenaires impliqués fonctionne et si cela a un impact sur les habitats et la faune. Et c'est possible d'évaluer cet impact ? Oui, c'est possible. Gaëlle Amis nous explique comment ça fonctionne. Le projet, si je peux revenir un petit peu à la base du projet, il est d'abord constitué d'études de terrain, d'études biologiques sur le suivi des habitats et des espèces. Ensuite, on suit aussi les pêcheurs. On essaye de lier les études biologiques avec le suivi des pêcheurs pour essayer de mesurer l'impact des pêcheurs. Ensuite, on fait la sensibilisation, donc on espère que le comportement des pêcheurs évolue et on essaye de mesurer l'impact de la sensibilisation en regardant si l'habitat se porte plus ou moins bien. On a un indicateur en fait de l'action de sensibilisation par le milieu lui-même, par les espèces. Ensuite, on considère que c'est pas suffisant parce que déjà, c'est des études qui, si on voulait qu'elles soient valides, devraient être sur des temps très très longs. Donc nous, on n'a que 4 ans, donc on peut pas, enfin même 3 ans en fait en terrain. Donc c'est pas possible d'avoir juste ça comme étude. Par contre, on lit ça avec une étude sociologique auprès des pêcheurs et auprès des acteurs impliqués dans les démarches de gouvernance pour voir ce qu'ils ont retenu, comment on observe les pêcheurs aussi, on regarde. Alors il y a des études sur lesquelles c'est beaucoup plus facile que sur d'autres, par exemple d'observer une modification de comportement. Donc ça c'est déjà des associations comme Vive Armor Nature ou le CPIE Marais-Oléron ont déjà mis en place des observations de changement de comportement, par exemple sur le retournement des pierres dans les champs de blocs, où ils peuvent évaluer avant et après la sensibilisation le pourcentage de pierres qui sont retournées. Donc ça c'est des indicateurs qui sont très directs, mais après on peut aussi faire des choses un peu plus indirectes en comparant les enquêtes qu'on fait en début de projet. Après on fait la sensibilisation et la comparaison avec les enquêtes en fin de projet. Très bien. Avec cet extrait, on voit que non seulement la communication et la co-élaboration sont importantes, mais qu'en plus il est primordial d'évaluer si elles fonctionnent. Jusqu'à présent, Charlotte, tu nous as apporté de très bons exemples de communication et de médiation qui marchent. Mais est-ce toujours aussi simple ? Est-ce que ça marche toujours aussi bien ? Eh bien, en fait, Gillian Glegg, enseignante à l'université de Plymouth, s'est exprimée lors du 3e forum Transmanche et a soulevé un bémol concernant la communication et le travail main dans la main entre la France et l'Angleterre. Je vous propose d'écouter son exposé lors d'une table ronde. La traduction était toujours assurée par Tradétique. Une des choses qui nous a été dite par Bruxelles, c'était que dans la Manche, il y a déjà une excellente coopération. Et cela signifie que les choses seront simples pour vous en termes de planification. Mais en fait, mon expérience n'est pas vraiment celle-là. Ce n'est pas ce que j'ai vu jusqu'à présent. Malheureusement, la directive fait appel à la coopération pour garantir la cohérence et la coordination des différents plans. Or, dans la Manche, nous avons 2 systèmes très différents, que l'on soit côté britannique ou côté français. Et en plus, ils ne se chevauchent pas très facilement. En termes de communication entre les administrations de planification, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de dialogue. Ce qui pourrait vraiment avoir un impact négatif en termes administratifs et l'administration centrale. Je pense que ça, c'est un point sur lesquels il faudrait travailler. Il y a eu très peu jusqu'à présent de faits, très peu de choses de faites pour des liens avec les acteurs des 2 côtés de la Manche, que ce soit des personnes individuelles ou même des représentants.
de groupes de parties prenantes ou encore avec le niveau de décision politique, ceux qui participent à l'aspect politique. Et c'est une préoccupation qui devrait être la nôtre. Oui, cet exemple montre qu'il y a encore quelques difficultés à s'accorder entre français et anglais, mais beaucoup d'efforts sont faits pour améliorer cela, et ça passe par le dialogue. Ça prouve tout de même qu'il est primordial de savoir communiquer, et on voit qu'en ce qui concerne la gestion de l'espace Manche, les projets fleurissent, les gens s'impliquent, et les choses bougent. Oui, et c'est grâce aussi à Pegasus qu'on a pu s'en rendre compte. L'idée de regrouper tous ces projets transmanche était vraiment intéressante, et on verra justement dans notre prochaine et dernière émission tout ce que Pegasus a pu apporter aux différents projets et partenaires. Exactement, on verra ça dans la prochaine et dernière émission de Transmanche, comme tu viens de le dire. Merci Charlotte, il est temps de passer à notre rubrique portrait, mais avant je vous propose une pause musicale pour clore le thème de la communication. A tout de suite dans Transmanche sur Radio U 101.fm à Brest. Communication Breakdown, Led Zeppelin. A tout de suite. qui bouge son cul. De retour dans Transmanche numéro 9 sur Radio U, après avoir exploré les différentes facettes de la communication dans Pegasus, nous passons tout de suite à notre rubrique Portrait. Oui, et cette fois, nous allons vous proposer un portrait de Sarah Bushmousse. Vous vous en rappelez peut-être, Sarah nous avait apporté son éclairage dans notre précédente émission au sujet des espèces marines introduites, un des grands thèmes de recherche du projet Marinexus, aujourd'hui intégré dans Pegasus. Nous avons demandé à Sarah de nous présenter plus en détail son sujet de thèse. Moi, je m'appelle Sarah Bushmousse, je suis doctorante actuellement à l'université Pierre et Marie Curie, mais je suis basée à la station biologique de Roscoff, qui est une des stations de l'université. Mon travail, il consiste à étudier les communautés d'espèces dans les habitats portuaires. Donc c'est une partie de mon sujet de thèse, mais également d'étudier l'hybridation entre une espèce indigène et une espèce non indigène qui prolifèrent dans ces habitats. Ce qui m'a amené à travailler dans les habitats portuaires, c'est l'occasion d'étudier deux espèces cryptiques, donc c'est-à-dire des espèces qu'on n'arrive pas forcément à identifier morphologiquement, qui s'appellent Sionna intestinalis espèce A et espèce B. Précédemment, il y avait une espèce qui s'appelait Sionna intestinalis, et des études génétiques ont montré qu'en fait, il y avait plusieurs espèces au sein de ce taxon nommé Sionna intestinalis. Donc cette espèce, on la trouve majoritairement dans les ports,
Et moi, je me suis intéressée en fait au processus d'hybridation entre ces deux espèces, l'espèce A et l'espèce B. Parce que c'est deux espèces qui sont très divergentes, mais qui peuvent se croiser en laboratoire. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si elles arrivent à se croiser en milieu naturel, et donc dans les habitats portuaires. Alors un sujet aussi pointu demande de travailler à la fois sur le terrain pour identifier des organismes marins, effectuer des prélèvements, ce qui demande une solide formation en biologie et notamment en taxonomie, mais aussi un important travail en laboratoire. C'est là qu'on va approfondir l'identification des espèces les plus délicates à reconnaître en utilisant notamment des outils de génétique. Alors comment arrive-t-on à travailler dans ce domaine et quelles études permettent d'y accéder ? Sarah nous a expliqué son parcours. Je me suis intéressée très tôt aux thématiques de recherche qui se développaient en milieu marin. Donc dès le lycée, j'ai essayé de me renseigner sur les parcours pour pouvoir devenir chercheur en fait et travailler sur des thématiques en milieu marin. Donc j'ai réalisé un parcours assez classique avec une licence en biologie des organismes et des populations que j'ai faite à l'université de Lille. Et ensuite, j'ai choisi d'aller à l'université Pierre et Marie Curie parce que l'université proposait, on va dire, de travailler sur différentes interfaces maritimes, la Manche, la Méditerranée, et du coup, j'ai réalisé mon master à l'université Pierre et Marie Curie. Ensuite, à la fin de mon master, j'ai eu l'occasion de travailler 1 an sur les introductions biologiques en milieu portuaire, et par la suite, du coup, j'ai commencé une thèse sur ce même sujet. Travailler dans la biologie marine, c'est le souhait de nombreux lycéens et étudiants, comme le montre le nombre important d'inscrits dans les formations universitaires sur ce thème. Mais les diplômes ne font pas tout. Comment se donner toutes les chances de décrocher un travail dans ce secteur ? Nous avons demandé à Sarah Bouchmousse si elle avait quelques conseils à proposer aux étudiants qui nous écoutent. Je pense qu'à partir du moment où on commence une formation universitaire, c'est très important d'acquérir, on va dire, certaines expériences professionnelles au cours d'une formation universitaire. Comme par exemple l'été, entre 2 années universitaires, on peut réaliser des stages dans des stations, dans des aquariums ou dans d'autres organismes sur des thématiques qui nous intéressent, par exemple en milieu marin ou autre, qui peut nous aider, on va dire, à amener de l'expérience et à réfléchir à, on va dire, un projet professionnel après une formation universitaire. Je pense que c'est assez important d'acquérir de l'expérience par nous-mêmes. Ça montre un peu notre motivation, enfin ça montre beaucoup, on va dire, la motivation qu'on a derrière de travailler sur des périodes de vacances, par exemple. Moi, j'ai eu l'occasion de réaliser des stages à partir de ma 2e année de licence en aquarium ou en station marine qui m'ont apporté beaucoup de connaissances et du coup l'expérience professionnelle que j'ai valorisée après. Cette conclusion est vraiment intéressante car elle rejoint ce que beaucoup de nos interlocuteurs ont souligné, qu'ils soient français ou anglais. Acquérir de l'expérience par des stages ou du bénévolat, en plus des expériences imposées par le cursus, c'est un atout décisif si l'on veut travailler dans les sciences marines. Je pense que cela vaut d'ailleurs pour tous les domaines professionnels et j'espère que ça sera utile à nos auditeurs. Voilà, merci de nous avoir suivis. Cette émission a été préparée par Charlotte Dupont, Adeline Hans et Maude Millier. Nous vous retrouvons dans quelques jours pour une nouvelle et dernière émission de cette série Transmanche consacrée au projet Pegasus sur Radio U 101.fm. A très bientôt Charlotte. À bientôt. Au revoir.